Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Quelque chose que peu de gens ont le courage d'entendre. La pauvreté n'est pas toujours un manque d'argent. Très souvent, c'est un manque de discipline. Pas de talent. Pas d'intelligence. Pas d'opportunité. De discipline. La vérité, c'est que 90% des personnes pauvres refusent d'adopter une discipline simple, accessible, à la portée de tout, non pas parce qu'elle est impossible, mais parce qu'elle est inconfortable. Parce qu'elle demande de faire aujourd'hui ce que la majorité préfère repousser à demain. Et c'est là que tout se joue. Jim Rohn disait quelque chose de brutalement vrai, nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Et regarde autour de toi. La majorité a déjà fait son choix. Elle choisit le regret. Pas par hasard. Pas par malchance. Pas parce que la vie est injuste. Mais à cause de décisions quotidiennes, petites, répétées, presque invisibles. Des choix de confort au lieu de choix de construction. Des excuses au lieu de responsabilité. Des envies du moment au lieu d'une vision à long terme. Cette vidéo n'est pas là pour te flatter. Elle est là pour te réveiller. Parce que la discipline dont on va parler aujourd'hui est celle que la majorité fuit, et que les personnes qui réussissent protègent jalousement. Une discipline qui ne fait pas de bruit. Qui ne donne pas de résultats immédiats. Mais qui, avec le temps, sépare ceux qui stagnent toute leur vie de ceux qui s'élèvent durablement. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi cette discipline n'est pas une punition, mais une clé. Une clé capable de changer ta trajectoire, ton identité, et peut-être même ton avenir. Écoute attentivement. Parce que ce que tu vas entendre pourrait te mettre mal à l'aise, mais c'est souvent là que commence la transformation. D'abord comprendre que la discipline n'est pas une punition. La plupart des gens pauvres entretiennent une relation toxique avec la discipline. Pour eux, elle est synonyme de souffrance, de privation, de contraintes injustes imposées par la vie ou par la société. Ils voient la discipline comme une perte de liberté, comme quelque chose qui les empêche de profiter du présent. Et c'est précisément là que se cache la première erreur fatale. La discipline n'est pas une punition, elle est une protection. Elle ne t'emprisonne pas, elle te libère. Elle te protège contre l'échec lent, silencieux, celui qui ne fait pas de bruit mais qui détruit une vie année après année. Elle te protège contre la médiocrité confortable, contre cette existence où l'on survit au lieu de vivre pleinement. Elle te protège surtout contre le pire ennemi de l'être humain, le regret. Jim Rohn l'expliquait avec une image simple mais implacable, la discipline pèse quelques grammes, alors que le regret pèse des tonnes. Pourtant, la majorité préfère éviter la petite douleur légère de la discipline quotidienne et accepte sans s'en rendre compte le poids écrasant du regret futur. Pourquoi ? Parce que la discipline demande un effort immédiat, alors que le regret est différé. L'être humain mal entraîné choisit presque toujours ce qui soulage maintenant, même si cela détruit demain. Quand tu refuses de te lever plus tôt, quand tu refuses d'apprendre, quand tu refuses de travailler sur toi, tu ne ressens pas de douleur immédiate. Au contraire, tu ressens du confort. Et ce confort devient addictif. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que ce confort d'aujourd'hui est une dette que tu devras payer plus tard, avec intérêt. La discipline, elle, fonctionne à l'inverse. Elle peut être inconfortable sur le moment, mais elle t'offre une paix durable. Elle t'évite d'être prisonnier de tes propres choix passés. Beaucoup de gens pauvres disent, la discipline, ce n'est pas pour moi, comme si c'était un talent réservé à une élite. Mais c'est faux. La discipline n'est pas une question de personnalité, c'est une question de perception. Tant que tu vois la discipline comme une douleur inutile, tu la rejetteras. Tu la fuiras. Tu la repousseras à demain. Mais le jour où tu comprends que la discipline est un acte de respect envers ton futur, tout change. Ce jour-là, tu réalises que chaque action disciplinée est un message envoyé à ton avenir. Je te respecte, je te prépare, je ne t'abandonne pas. La discipline, ce n'est pas se priver de la vie, c'est refuser de gaspiller sa vie. Ce n'est pas dire non au plaisir, c'est dire non à l'autodestruction. Les gens pauvres pensent que la discipline leur enlève quelque chose, du temps, du plaisir, de l'énergie. En réalité, l'indiscipline leur enlève tout, le temps, l'argent, les opportunités, la dignité, la confiance en soi. Regarde attentivement autour de toi. Les vies les plus chaotiques ne sont pas le résultat d'un manque de chance, mais d'un manque de structure. Quand il n'y a pas de discipline, tout devient instable, les finances, la santé, les relations, la vision. La discipline crée un cadre, et ce cadre te permet de grandir sans t'effondrer. Elle agit comme une barrière invisible entre toi et tes pires impulsions. Sans discipline, chaque envie devient une décision, chaque émotion devient un guide, chaque excuse devient une justification. Et c'est exactement ainsi qu'une vie se détruit lentement. Comprendre que la discipline n'est pas une punition, c'est aussi comprendre qu'elle n'est pas une réaction, mais une décision consciente. Tu ne deviens pas discipliné quand la vie te frappe, tu deviens discipliné avant que la vie ne te frappe. Les pauvres utilisent la discipline seulement quand ils sont dos au mur,
quand la situation devient critique. Les gagnants l'utilisent quand tout va encore bien, pour éviter que tout s'effondre plus tard. La discipline n'est pas une réponse à la souffrance, elle est une stratégie pour l'éviter. Et c'est là que réside sa vraie puissance. Elle agit en silence. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne donne pas de résultats immédiats spectaculaires. Mais elle empile jour après jour des fondations solides. Chaque fois que tu choisis la discipline, même sur une petite chose, tu renforces ton identité. Tu deviens quelqu'un qui se respecte. Quelqu'un qui tient parole envers lui-même. Et cette identité finit par attirer des résultats. La discipline ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être cohérent. D'arrêter de trahir ton futur pour soulager ton présent. D'arrêter de confondre liberté et laisser aller. La vraie liberté ne vient pas de l'absence de règles, elle vient de la maîtrise de soi. Comprendre cela, c'est franchir un seuil mental que 90% des gens ne franchiront jamais. Et tant que ce seuil n'est pas franchi, aucune stratégie, aucun conseil, aucune motivation ne peut fonctionner durablement. Parce que sans cette compréhension fondamentale, chaque effort ressemblera à une punition, alors qu'en réalité, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Après avoir compris que la discipline n'est pas une punition mais une protection, il faut maintenant intégrer une vérité encore plus dérangeante pour la majorité. Ce ne sont pas les grands changements spectaculaires qui transforment une vie, mais les petites actions répétées chaque jour. Les pauvres attendent un déclic spectaculaire, un événement magique, une opportunité exceptionnelle qui va tout bouleverser d'un coup. Ils attendent le bon moment, la bonne idée, la motivation parfaite. Pendant ce temps, leur vie reste figée. Les riches, eux, ont compris quelque chose de fondamental, la puissance du petit, du constant, de l'invisible. Ils savent que la vie se construit à coups de détails, pas à coups de miracles. Lire quelques pages chaque jour semble insignifiant. Pourtant, sur un an, cela représente des dizaines de livres, des centaines d'idées, une transformation profonde de la façon de penser. Apprendre une compétence pendant 1 heure par jour paraît banal. Mais au bout de quelques mois, cette heure devient un avantage concurrentiel, une source de valeur, parfois même une nouvelle identité. Économiser un petit montant régulièrement semble dérisoire. Mais avec le temps, cette habitude crée une sécurité, une liberté, une tranquillité d'esprit que la majorité n'atteindra jamais. Le problème des gens pauvres, ce n'est pas qu'ils font de grosses erreurs tous les jours. C'est qu'ils accumulent de petites négligences sans s'en rendre compte. Ils repoussent une lecture. Ils remettent un apprentissage à plus tard. Ils dépensent un peu trop souvent. Et chaque négligence est petite, presque invisible, donc facile à justifier. Mais Jim Rohn l'expliquait avec une logique implacable, le désastre n'est jamais soudain, il est progressif. Ce sont les petites erreurs répétées qui finissent par créer une grande catastrophe. Et exactement de la même manière, le succès n'arrive jamais par explosion soudaine, il arrive par accumulation silencieuse. Jim Rohn disait que le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Cette phrase dérange parce qu'elle enlève toute excuse. Si le succès est le résultat de petites disciplines quotidiennes, alors l'échec est le résultat de petites indisciplines quotidiennes. Et là, la responsabilité devient personnelle. Les gens pauvres veulent des résultats rapides parce qu'ils sont pressés de fuir leur situation actuelle. Mais cette impatience les piège. Ils veulent des raccourcis, des solutions rapides, des gains immédiats. Et ces raccourcis les éloignent encore plus de la construction réelle. La règle des petites actions quotidiennes exige de la patience, de la constance et de l'humilité. Elle oblige à accepter que les résultats ne seront pas visibles tout de suite. Et c'est précisément pour cela que la majorité abandonne. Parce que l'effort sans récompense immédiate est psychologiquement difficile. Pourtant, c'est là que se fait la différence. Les petites actions quotidiennes construisent une dynamique. Chaque jour où tu fais ce que tu as décidé de faire, même en petite quantité, tu renforces ton identité. Tu deviens quelqu'un qui avance. Quelqu'un qui respecte ses engagements envers lui-même. Et cette identité devient plus puissante que la motivation. Les gens pauvres sous-estiment le pouvoir de l'accumulation parce qu'ils regardent toujours le résultat final sans respecter le processus. Ils veulent voir la maison sans poser les briques. Mais chaque grande réussite n'est qu'un mur bâti brique par brique. Aucun mur ne tient avec une seule brique posée de temps en temps. Il tient parce que quelqu'un a posé une brique chaque jour, même quand il faisait chaud, même quand il pleuvait, même quand personne ne regardait. La règle des petites actions quotidiennes t'oblige à arrêter de négocier avec toi-même. Elle te demande de faire peu, mais de faire toujours. Pas beaucoup, mais régulièrement. Ce n'est pas l'intensité occasionnelle qui transforme une vie, c'est la constance. Une discipline modeste mais quotidienne bat toujours un effort massif mais irrégulier. Et c'est exactement là que se joue la séparation entre ceux qui stagnent et ceux qui progressent. Les pauvres veulent tout faire d'un coup, s'épuisent, puis abandonnent. Les disciplinés avancent lentement, mais ils n'arrêtent jamais. Ils comprennent que chaque petite action est un vote pour la personne qu'ils veulent devenir. Lire aujourd'hui, c'est voter pour un esprit plus riche demain.
Apprendre aujourd'hui, c'est voter pour plus d'opportunités demain. Épargner aujourd'hui, c'est voter pour plus de liberté demain. À l'inverse, chaque petite négligence est aussi un vote, mais dans la mauvaise direction. Sauter une action paraît anodin. Mais répéter, cela construit une identité d'abandon. La règle des petites actions quotidiennes n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas rêver. Elle ne vend pas de miracle. Et c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne. Elle est accessible à tous, mais maîtrisée par très peu. Parce qu'elle exige une maturité mentale que la majorité refuse de développer. Elle exige de croire au processus avant de voir le résultat. Elle exige de semer sans récolter immédiatement. Mais ceux qui acceptent cette règle découvrent une vérité implacable, le temps travaille pour eux, pas contre eux. Et à long terme, ce sont toujours les petites actions quotidiennes, disciplinées et cohérentes, qui bâtissent les vies visibles que tout le monde admire sans en comprendre l'origine. Ensuite, faire ce qu'il faut même quand l'envie n'est pas là. C'est ici que la majorité abandonne. Pas parce que les actions sont impossibles, mais parce qu'elles doivent être faites sans émotion favorable. La motivation est instable par nature. Elle dépend de ton humeur, de ton énergie, de ce que tu ressens au réveil, de ce qui t'est arrivé la veille. Elle monte, elle descend, elle disparaît sans prévenir. Construire sa vie sur la motivation, c'est bâtir une maison sur du sable. Les gens pauvres attendent de se sentir prêts, d'avoir envie, d'être inspirés. Ils confondent émotion et engagement. Tant qu'ils n'ont pas envie, ils n'agissent pas. Et comme l'envie ne vient jamais régulièrement, leurs actions deviennent irrégulières. Résultat, aucune accumulation, aucun progrès durable. À l'inverse, les disciplinés ont compris une vérité simple mais brutale. L'envie est un bonus, pas une condition. Ils agissent même fatigués, même frustrés, même dans le doute. Pas parce qu'ils sont des machines, mais parce qu'ils ont décidé que leur avenir ne dépendrait pas de leur humeur du jour. Jim Rohn l'enseignait clairement, tu ne peux pas négocier avec ton humeur si tu veux progresser. Le problème, c'est que la majorité négocie constamment avec elle-même. Je le ferai demain. Aujourd'hui, je ne suis pas dans le bon état d'esprit. Quand j'aurai plus d'énergie, je m'y mettrai. Et chaque négociation est une petite trahison. Une trahison envers le futur. Car le futur est construit par ce que tu fais quand tu n'as pas envie, pas par ce que tu fais quand tout va bien. Les résultats ne récompensent pas l'émotion, ils récompensent l'engagement. La vie ne se demande pas comment tu te sens, elle répond à ce que tu fais. Tu peux être fatigué et discipliné. Tu peux être stressé et discipliné. Tu peux être découragé et discipliné. La discipline n'exige pas que tu te sentes bien, elle exige que tu agisses quand même. C'est là que se crée un avantage énorme, invisible, mais décisif. Parce que pendant que les autres attendent que l'envie arrive, toi tu avances. Et même si tu avances lentement, tu avances quand tu restes immobile. Les gens pauvres pensent que les personnes qui réussissent sont toujours motivées. C'est une illusion. Les personnes disciplinées ne sont pas plus motivées, elles sont simplement plus engagées. Elles ont compris que la motivation vient souvent après l'action, pas avant. Tu n'as pas envie de t'entraîner, mais une fois que tu commences, l'énergie apparaît. Tu n'as pas envie de travailler sur ton projet, mais une fois plongé dedans, la clarté arrive. L'action précède souvent l'émotion, pas l'inverse. Attendre d'avoir envie, c'est inverser l'ordre naturel du progrès. Faire ce qu'il faut sans envie, c'est entraîner ton cerveau à respecter tes décisions plutôt que tes émotions. Et cette capacité change tout. Elle transforme ta relation avec l'effort. L'effort cesse d'être une lutte émotionnelle pour devenir une habitude mécanique. Tu fais ce que tu as décidé de faire, point. Sans débat intérieur. Sans justification. Les gens pauvres vivent dans un dialogue permanent avec eux-mêmes. Ils discutent chaque action. Ils pèsent chaque effort. Ils cherchent une raison de ne pas agir. Les disciplinés, eux, ont déjà tranché. Ils ont décidé à l'avance ce qu'ils feront, peu importe leur humeur. Et cette décision anticipée leur économise une énergie mentale énorme. La discipline, c'est éliminer la négociation. C'est créer des règles personnelles qui s'appliquent même quand tu es fatigué. Même quand personne ne regarde. Même quand aucun résultat n'est encore visible. Et c'est précisément là que se construit la confiance en soi. Pas quand tu réussis quelque chose de spectaculaire, mais quand tu tiens parole envers toi-même dans les moments difficiles. Chaque fois que tu fais ce qu'il faut malgré l'absence d'envie, tu renforces ton identité. Tu deviens quelqu'un de fiable. Quelqu'un qui peut compter sur lui-même. Et cette fiabilité intérieure est plus puissante que n'importe quelle motivation externe. Les gens pauvres cherchent constamment des encouragements, des applaudissements, de la validation. Ils veulent que quelqu'un les pousse. Les disciplinés n'attendent pas d'applaudissements. Ils savent que le vrai travail se fait dans l'ombre. Jim Rohn insistait sur ce point, le succès est souvent invisible pendant longtemps. Tu travailles, tu t'entraînes, tu apprends, et rien ne semble changer. Et c'est exactement à ce moment-là que la majorité abandonne. Parce qu'ils veulent des preuves rapides. Ils veulent voir des résultats pour continuer.
Les disciplinés, eux, continuent sans preuve. Ils comprennent que l'absence de résultats visibles ne signifie pas l'absence de progrès. Les racines poussent avant que l'arbre apparaisse. La discipline, c'est accepter de travailler dans l'invisible. C'est accepter de semer sans récolter immédiatement. Et cette capacité sépare radicalement ceux qui construisent quelque chose de ceux qui restent bloqués au même endroit toute leur vie. Faire ce qu'il faut même quand l'envie n'est pas là, ce n'est pas être dur avec soi-même, c'est être honnête avec son avenir. C'est comprendre que chaque jour où tu laisses ton humeur décider, tu recules. Et chaque jour où tu agis malgré elle, tu avances. Lentement peut-être, mais sûrement. Et à long terme, cette simple discipline devient une force imparable. Parce que la constance bat toujours l'émotion. Toujours. Puis, assumer entièrement la responsabilité de sa veille. C'est ici que beaucoup décrochent, parce que cette étape attaque directement l'ego. Tant que tu cherches des coupables à l'extérieur, tu abandonnes ton pouvoir à l'extérieur. Et la majorité des gens pauvres vivent exactement comme ça, en mode justification permanente. Ils blâment l'économie, le gouvernement, la famille, le système éducatif, le manque d'opportunités, la malchance, les autres. Et chaque fois qu'ils pointent du doigt quelque chose ou quelqu'un, ils se soulagent émotionnellement, mais ils se condamnent stratégiquement. Parce qu'en accusant l'extérieur, ils se retirent eux-mêmes du centre de l'équation. Ils deviennent spectateurs de leur propre vie. Or, tant que tu es spectateur, tu ne contrôles rien. Assumer la responsabilité totale de sa vie, ce n'est pas dire que tout est de ta faute au sens moral. C'est dire que tout est sous ta responsabilité au sens stratégique. Ce qui t'arrive n'est peut-être pas toujours juste, mais ce que tu en fais est toujours ton choix. Et tant que tu refuses cette vérité, tu restes bloqué. Les pauvres demandent sans cesse, « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Les disciplinés demandent, « Qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» La différence est énorme. Jim Rohn le disait sans détour, « Apprends à travailler plus sur toi que sur ton travail. » Cette phrase est une claque mentale. Parce que la majorité passe sa vie à essayer de changer les circonstances sans jamais se changer elle-même. Ils veulent un meilleur salaire sans devenir plus compétents. Ils veulent plus de respect sans devenir plus disciplinés. Ils veulent plus d'opportunités sans devenir plus utiles. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne récompense pas les intentions, il récompense la valeur. Et la valeur commence toujours par la responsabilité. La discipline commence précisément le jour où tu acceptes que ta vie actuelle est le reflet exact de tes choix passés. Pas de tes rêves. Pas de tes promesses. Pas de ce que tu aurais voulu faire. Mais de ce que tu as réellement fait, jour après jour. Cette vérité fait mal, parce qu'elle enlève les excuses. Mais elle est aussi incroyablement libératrice, parce qu'elle te rend un nouveau acteur. Si tes choix ont créé ta situation actuelle, alors de nouveaux choix peuvent créer une nouvelle situation. Mais tant que tu refuses d'assumer, tu restes coincé dans le même cycle. Les gens pauvres confondent souvent responsabilité et culpabilité. Ils pensent que se responsabiliser, c'est se blâmer, se juger, se rabaisser. C'est faux. La responsabilité n'est pas une condamnation, c'est une prise de contrôle. C'est dire, je ne contrôle peut-être pas tout ce qui m'est arrivé, mais je contrôle ce que je fais à partir d'aujourd'hui. Et cette phrase change tout. Parce qu'elle déplace ton énergie du passé vers l'action présente. Blâmer le système peut être intellectuellement confortable, mais ça ne nourrit personne. Blâmer ta famille peut expliquer certaines choses, mais ça ne construit rien. Blâmer la malchance peut soulager ton ego, mais ça ne développe aucune compétence. La responsabilité, elle, te force à poser une question différente. Qu'est-ce que je peux améliorer chez moi pour que ma situation change? Et cette question est exigeante. Elle t'oblige à regarder tes habitudes, ta discipline, ta gestion du temps, ton niveau d'exigence, ta cohérence. Elle t'oblige à admettre que tu sais souvent quoi faire, mais que tu ne le fais pas. Et c'est là que la discipline et la responsabilité se rejoignent. Sans responsabilité, la discipline est impossible. Parce que pourquoi te disciplinerais-tu si tout est la faute des autres? Pourquoi changerais-tu si le problème est toujours à l'extérieur? Assumer la responsabilité totale, c'est reprendre le volant. Même sur une route difficile. Même avec un mauvais départ. Même avec des obstacles. C'est dire, peut-être que je n'ai pas choisi les cartes, mais je choisis comment je joue la partie. Les gens pauvres subissent leur vie parce qu'ils vivent dans la réaction. Ils réagissent aux événements, aux émotions, aux problèmes. Les disciplinés vivent dans l'anticipation. Ils prennent de l'avance sur leurs propres faiblesses. Ils savent qu'ils peuvent être fatigués, tentés, distraits, alors ils mettent en place des règles, des structures, des habitudes. Et tout cela commence par une responsabilité claire, personne ne viendra sauver ma vie à ma place. Cette réalisation est dure, mais elle est mature. Et la maturité est une condition indispensable de la réussite. La responsabilité totale est inconfortable, parce qu'elle t'empêche de te mentir. Elle t'oblige à arrêter de raconter des histoires sur pourquoi tu n'avances pas. Elle t'oblige à regarder les résultats,
pas les intentions. Mais en échange, elles te donnent quelque chose d'inestimable, le pouvoir de transformation. Parce que ce que tu contrôles, tu peux le transformer. Tu ne contrôles pas l'économie, mais tu contrôles tes compétences. Tu ne contrôles pas ton passé, mais tu contrôles tes habitudes actuelles. Tu ne contrôles pas les autres, mais tu contrôles tes décisions. Et c'est largement suffisant pour changer une trajectoire de vie. Les gens pauvres attendent que le monde change pour aller mieux. Les disciplinés changent eux-mêmes pour mieux naviguer dans le monde. Et à long terme, ce sont toujours ceux qui assument pleinement leurs responsabilités qui finissent par créer les opportunités que les autres attendent. Parce qu'ils ont compris une chose essentielle, la liberté commence là où s'arrête l'excuse. Enfin, choisir la douleur de la discipline plutôt que celle du regret. À ce stade, tout devient clair, brutalement clair. Il n'existe pas de vie sans douleur. Cette vérité dérange, parce qu'elle détruit l'illusion du confort permanent. La question n'est pas de savoir si tu vas souffrir, mais quand, comment et pourquoi. Chaque être humain paie un prix. La seule différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, c'est le moment où ils acceptent de payer. La discipline fait mal maintenant. Elle pique l'ego, elle fatigue le corps, elle contrarie les envies. Le regret, lui, ne fait pas mal sur le moment, mais il ronge lentement, profondément, pendant des années. Les pauvres choisissent presque toujours le confort immédiat. Ils préfèrent éviter la petite douleur d'aujourd'hui, même si cela garantit une grande douleur demain. Les disciplinés font l'inverse. Ils acceptent l'inconfort temporaire pour se protéger d'une souffrance durable. Et cette capacité de choisir consciemment sa douleur est l'un des signes les plus clairs de maturité mentale. La majorité fuit la discipline parce qu'elle est visible, tangible, immédiate. Se lever plus tôt fait mal maintenant. Travailler sur soi fait mal maintenant. Refuser certaines distractions fait mal maintenant. Alors ils repoussent. Ils se disent qu'ils verront plus tard. Mais plus tard arrive toujours, et avec lui arrive le regret. Le regret de ne pas avoir commencé plus tôt. Le regret de ne pas avoir persévéré. Le regret de s'être menti à soi-même pendant des années. Jim Rohn le répétait sans détour, nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Et cette phrase est terrifiante parce qu'elle enlève tout échappatoire. Elle signifie que ne rien faire est aussi un choix, et que ce choix a un coût. Le problème, c'est que le coût de l'inaction n'est pas facturé immédiatement. Il est étalé dans le temps. Il se manifeste sous forme de stress financier, de frustration, de dépendance, de manque de respect, de potentiel gâché. Les gens pauvres ne voient pas la douleur du regret venir, parce qu'elle est silencieuse. Elle ne crie pas au début. Elle murmure. Elle commence par de petites concessions, de petites excuses, de petites lâchetés. Et un jour, elle devient assourdissante. À l'inverse, la discipline annonce clairement sa couleur. Elle te dit dès le départ, ça ne sera pas facile. Tu vas devoir renoncer à certaines choses. Tu vas devoir faire des efforts sans garantie immédiate. Et c'est précisément cette honnêteté qui la rend insupportable pour beaucoup. Pourtant, ceux qui acceptent cette douleur volontaire découvrent une vérité puissante. La discipline devient de moins en moins douloureuse avec le temps, tandis que le regret devient de plus en plus lourd. Plus tu pratiques la discipline, plus elle te renforce. Plus tu l'évites, plus le regret te fragilise. Les gens pauvres pensent que les disciplinés ont une vie dure. En réalité, ce sont les indisciplinés qui vivent la vraie dureté. Une dureté chronique, constante, sans échappatoire. La discipline est une douleur choisie. Le regret est une douleur subie. Et ce choix se fait rarement dans les grands moments spectaculaires. Il se fait dans les détails. Dans le silence. Dans ce que tu fais quand personne ne te regarde. Quand tu hésites à faire ce que tu sais devoir faire. Quand tu es tenté de remettre à demain. Quand tu justifies une petite négligence. C'est là que tu choisis. Pas avec de grands discours, mais avec de petites décisions. Les pauvres veulent une vie facile maintenant et acceptent une vie difficile plus tard. Les disciplinés acceptent une vie difficile maintenant pour construire une vie plus facile plus tard. Et cette inversion de logique change tout. La discipline n'élimine pas la douleur, elle la concentre sur une période contrôlée. Le regret, lui, étale la douleur sur toute une existence. Choisir la discipline, c'est accepter d'être inconfortable aujourd'hui pour être libre demain. C'est accepter d'être fatigué maintenant pour être respecté plus tard. C'est accepter d'être seul parfois pour ne pas être dépendant toute sa vie. Beaucoup de gens espèrent secrètement éviter les deux douleurs. Ils veulent le confort sans effort, les résultats sans discipline. Mais cette option n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Et plus vite tu acceptes cette réalité, plus vite tu reprends le contrôle. Choisir la douleur de la discipline, ce n'est pas devenir dur, froid ou insensible. C'est devenir lucide. C'est comprendre que chaque choix a un prix, et décider de payer le prix qui t'élève plutôt que celui qui t'écrase. Les disciplinés ne sont pas des masochistes. Ils sont stratèges. Ils savent que chaque effort est un investissement.
Ils savent que chaque inconfort accepté volontairement est une assurance contre une souffrance future bien plus grande. Et surtout, ils savent que personne ne viendra faire ce choix à leur place. Ce choix, tu le fais seul. Chaque jour. Sans public. Sans applaudissements. Dans la banalité de la routine. Et c'est précisément pour cela que si peu de gens le font. Parce que la discipline ne flatte pas l'ego. Elle ne donne pas de gratification immédiate. Elle exige de croire en soi avant d'avoir des preuves. Mais ceux qui tiennent cette ligne découvrent une récompense immense, la paix intérieure. La certitude de ne pas s'être trahi. La fierté silencieuse d'avoir fait ce qu'il fallait, même quand c'était difficile. Et à long terme, cette fierté vaut infiniment plus que tous les conforts temporaires que la majorité choisit. Car le vrai luxe, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la liberté née de la discipline. Alors retiens ceci profondément. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent. Tu n'as pas besoin d'avoir plus de chance. Tu n'as pas besoin d'attendre une opportunité parfaite, un signe, ou un moment idéal. Tout ça, ce sont des excuses élégantes pour retarder l'essentiel. Ce dont tu as réellement besoin, c'est de discipline. Pas une discipline extrême, pas une discipline spectaculaire. Une discipline simple, quotidienne, silencieuse. Celle que la majorité refuse précisément parce qu'elle ne flatte pas l'ego et ne promet pas de résultats immédiats. Et pourtant, c'est exactement cette discipline-là qui libère. Elle libère de la dépendance, de l'instabilité, du stress permanent. Elle te rend maître de tes choix, de ton temps, de ton avenir. N'attends pas de te sentir prêt. N'attends pas d'avoir envie. Commence petit, mais commence aujourd'hui. Une décision. Une action. Un pas. Parce que le temps va passer de toute façon. Et dans 5 ans, tu regarderas en arrière avec l'une de ces deux émotions, soit la gratitude silencieuse d'avoir tenu bon quand c'était difficile, soit le poids écrasant de savoir que tu savais quoi faire, mais que tu ne l'as pas fait. Et ce poids-là, personne ne peut le porter à ta place. Le choix est entre tes mains. Pas demain. Pas quand tout ira mieux. Maintenant. Si ce message t'a parlé, si tu refuses de faire partie de ceux qui regardent leur vie passer sans agir, alors abonne-toi, partage ce message autour de toi, et deviens la preuve vivante que la discipline, appliquée chaque jour, transforme réellement les vies.